Salut à tous, c'est Noonan. Aujourd'hui, on va parler d'un film complètement barré. On se demande sur le tournage si l'équipe n'était pas défoncée, et évidemment déjà lors de l'écriture. Ce film s'appelle Mandy, il est réalisé par Panos Cosmatos qui est le fils de George Pan Cosmatos, dont j'avais fait une critique pour le film Tombstone. Mandy est le deuxième film de Cosmatos fils. Alors je n'ai pas vu son premier film Beyond the Black Rainbow, mais quand on lit le synopsis, on est déjà dans un univers très spécial, on sent bien le côté original on va dire du réalisateur, mais dans Mandy c'est vraiment décuplé. Il y a longtemps que je voulais faire une émission sur un cinéma de genre, type film d'horreur, et même si Mandy est plutôt classé dans les thrillers d'action, il y a quand même de réelles scènes horrifiques qui sont dans le film. Mais ce n'est pas ce qui va nous marquer tout de suite dans ce long métrage, mais plutôt un esthétisme bien particulier. Mandy est sorti en 2018, il a été sélectionné au festival de Sundance, il a été en sélection officielle de la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes, et en compétition à l'Étrange Festival. Il reçoit la récompense du meilleur réalisateur au festival de Cologne, mais n'est pas distribué en France. Pourquoi il n'est pas distribué en France, alors qu'il est suivi quand même d'une assez bonne critique et d'une sélection internationale dans les festivals? Eh bien, la question est bonne, la réponse je ne l'ai pas, à vrai dire je n'ai pas beaucoup cherché, mais l'essentiel c'est qu'aujourd'hui il est disponible sur Netflix, la plateforme vient de récupérer les droits de diffusion, et c'est tant mieux parce que personnellement j'ai beaucoup aimé ce film. Au casting de Mandy, on retrouve un Nicolas Cage en grande forme, et ça aussi ça fait vraiment plaisir. On est loin ici des dernières productions auxquelles il a participé ces dernières années, productions médiocres, du direct to DVD, du direct VOD, appelez ça comme vous voulez, en tout cas on peut même pas classer ces films dans la catégorie série B, car ils n'atteignent même pas ce niveau. Il faut rappeler que Nicolas Cage, c'est quand même l'Oscar du meilleur acteur pour Leaving Las Vegas, c'est Snake Eyes de Brian De Palma, c'est À tombeau ouvert de Martin Scorsese, Arizona Junior des frères Cohen, c'est Laure et Lula de David Lynch. Évidemment, je vous dis tous ces films dans le désordre, comme ils me viennent. Il y a aussi Volte-face de John Woo, les très divertissants Rock et les ailes de l'enfer, et j'en passe et j'en passe. Ici, on retrouve un Nicolas Cage sans digression capillaire, comme il nous avait habitué malheureusement dans ses derniers films. Il a une barbe de quelques jours, il est vraiment au naturel, et il est vraiment investi dans son rôle, on parlera de son jeu un peu plus tard. À ses côtés, la très belle actrice Andrea Riseborough, qui possède, je trouve, une beauté assez particulière. On a pu la voir dans Oblivion, Birdman, plus récemment dans Possessor. C'est une actrice qui arrive quand même à changer de tête de façon assez impressionnante. En tout cas, dans ce film, je ne l'ai pas du tout reconnue. Ici, on lui a fait des yeux vairons. Sur l'une des joues, elle a une cicatrice très marquée. En plus, elle a les pupilles très dilatées et tout ça appuie vraiment un regard intense et pénétrant. Elle a des cheveux longs et noirs, ambiance gothique, métal. D'ailleurs, elle porte un t-shirt de Black Sabbath, donc c'est très assumé. Et c'est à l'image de l'univers du film. Mais alors, de quoi parle donc Mandy ? Eh bien, Mandy d'abord se déroule en 1983. Le film raconte l'histoire de Red Miller et de sa petite amie Mandy, qui est une artiste graphique comme l'était d'ailleurs la mère de Panos Cosmatos. Le couple vit dans une maison située dans les bois au milieu de nulle part. C'est un couple assez fusionnel, leur maison est un véritable cocon, très cosy, très chaleureux. La chambre à coucher est un vrai lieu de vie. Voyez la preuve par l'image à l'écran. Elle possède de grandes baies vitrées qui l'entourent, donnant directement sur la nature. Alors si j'ai mis cette photo du film, c'est pour vous montrer à quel point il y a un soin apporté à l'image. Le chef opérateur norvégien Benjamin Loeb, âgé de 34 ans, n'avait seulement que 2 ou 3 films à son actif avant Mandy. On peut dire que la collaboration avec son réalisateur Panos Cosmatos est une véritable réussite ici. Il y a plusieurs ambiances qui vont être installées, plusieurs effets visuels, tour à tour d'une beauté envoûtante puis inquiétante. C'est un univers très fantasmagorique, il faut faire attention aux signes qui sont semés surtout dans la première partie du film. Cette première partie du film se concentre surtout sur le personnage de Mandy, sur son aura, ce qu'elle dégage, ce qu'elle représente. Il y a une scène notamment où elle sort nue d'un lac où elle s'est baignée, elle apparaît devant un feu que le couple a allumé, et avec son look vraiment très particulier comme ça, elle fait vraiment penser à une sorcière médiévale. Le film est ainsi très référencé tout du long. Dès le début, ses prises de vue sur cette superbe nature, ces sapins, ces arbres hauts, nous font penser à l'environnement de Shire
Shining de Stanley Kubrick, mais également plus récemment à l'univers de Jérémy Saulnier et notamment à son angoissant Green Room et sa forêt de sapins. Alors dans la présentation de cet univers étrange, Nicolas Cage joue un personnage assez mutique, il communique évidemment avec sa fiancée, il communique avec Mandy, mais il est souvent dans l'observation et on a l'impression qu'il y a un danger qui plane, et Cosmatos instaure également une angoisse très palpable qui monte crescendo, et cela grâce à sa mise en scène si particulière, la plupart du temps sous influence. Alors ce danger dont je parle et qu'on ne voit pas pour le moment, va prendre corps lors d'une balade de Mandy qui va croiser dans un véhicule une bande de hippies dont le chef Jeremiah Sand est interprété par Linus Roach que vous avez déjà pu voir dans la série Vikings. Eh bien il interprète ici un ancien chanteur de pop reconverti en gourou d'une secte complètement illuminée, fou de Dieu. C'est au premier regard que Jeremiah va désirer Mandy et va demander à des amis à ce qu'on l'enlève. Je mets entre guillemets le mot ami. Cette secte a des amis un peu particuliers, à savoir qu'ils sont en lien avec une bande de motards, et là on commence vraiment à rentrer plus profondément dans l'étrangeté du film. Une bande de motards donc vêtus des pieds à la tête de combinaisons noires de cuir clouté, des combinaisons qui ressemblent plus à des armures qu'autre chose. On a l'impression d'être dans un Mad Max qui est plus gothique que punk, et on peut le dire même carrément SM. Leurs voix sont très étranges, on a l'impression d'avoir affaire à des bêtes, voire des monstres. Le deal, c'est que la secte fournit ces tarés avec une drogue qui est 10 fois voire 100 fois plus puissante que le LSD, une drogue qu'ils fabriquent eux-mêmes à partir du venin d'un insecte, et en échange, les motards leur fournissent toutes sortes de services. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur ce sujet, mais il faut savoir que ce type de drogue provoque des effets secondaires sur les dépendants complètement délirants, comme avoir une force décuplée quand ils sont en manque. Et puis ce genre de drogue nous fait voyager dans des sphères où l'on déconnecte totalement de la réalité, des sphères dont on revient rarement. Et imaginez donc ici, la drogue qu'ils fabriquent eux-mêmes est 100 fois plus puissante que celle dont je vous parle et qui existe déjà. Pour nous faire ressentir ces effets, Cosmatos va mettre en place une mise en scène très dérangeante, notamment avec des effets de couleurs sur des visages un peu androgynes qui se transforment sous nos yeux, et ces effets de mise en scène nous font penser directement à celle de David Lynch. Le joyeux groupe dont je vous ai parlé va donc enlever Mandy. Je ne vous cache pas que les choses vont très mal se passer, sans vous décrire exactement quoi, mais le résultat va être tel que le personnage qu'interprète Nicolas Cage, Red, va littéralement péter les plombs dans une scène délirante où il est en t-shirt et slip dans sa salle de bain. Cette salle de bain possède un papier peint qui va encore nous renvoyer à une référence que j'ai déjà citée tout à l'heure, à savoir Shining de Stanley Kubrick. Observez bien le papier peint de cette salle de bain, il va étrangement ressembler au tapis qui est dans l'hôtel sur lequel roule l'enfant de Shining avec son tricycle. À partir de ce moment, le film se transforme en vigilante mais hardcore, à savoir un film de vengeance mais là teinté de scènes d'horreur, et va donner la part belle à Nicolas Cage. Ce dernier, qui était tour à tour mystérieux, dans la souffrance puis dans la rage, va avoir qu'une idée en tête, régler ses comptes par lui-même. Il va chez un ami récupérer une arbalète. L'ami en question qui vit dans une caravane est interprété par Bill Duke, qui nous avait notamment marqué dans Predator. L'arbalète qui répond au doux nom de la faucheuse ne suffira pas à Nicolas Cage, donc à Red, pour se venger. C'est pour ça qu'il va se transformer en forgeron et qu'il va fabriquer une hache d'un métal argenté jusqu'à son manche et qui semble tout droit sortir d'un film d'heroic fantasy. La suite est très sanglante, comme je vous l'ai dit, il y a même parfois des scènes dignes d'un film d'horreur. Il y a même un duel à la tronçonneuse. Et oui, le film va très loin, c'est par moments un gros délire, mais toujours dans un esthétisme très travaillé. Et c'est ça qui est vraiment hypnotisant. On a l'impression des fois même d'avoir affaire à des photos ou à des pochettes d'albums d'indie rock, rock indépendant. C'est très étrange, il y a un mélange des genres. Il y a aussi des images très dérangeantes. Il y a par exemple une maison qui est occupée par des motards, donc où ils ont tué leur propriétaire. Je ne vous raconte pas comment, je ne vous montre pas d'image, vous le découvrirez. À propos d'image, il y a d'ailleurs une parabole avec la télé, ce que regardent les gens à la télévision. Est-ce que l'on devient ce que l'on consomme? Pour imager son propos, Cosmatos va mettre en scène des images très parlantes, notamment celle d'un motard qui regarde un porno à la télévision, avec ses vieilles télés, vu qu'on est dans les années 80 à tube cathodique, et on voit la caméra descendre sur sa combinaison de cuir, et il a autour de la taille cet objet de torture sexuelle que l'on avait pu déjà voir dans Seven. Et oui, encore et toujours des références. Mais les références ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi des scènes incrustées dans le film en dessin animé,
comme l'avait déjà fait auparavant par exemple Quentin Tarantino dans Kill Bill. On pourrait y voir également du Dario Argento et d'autres références encore et encore. La musique nous fait penser à celle de John Carpenter et ses films des années 80. En même temps, c'est le but recherché à travers Mandy. Elle est composée par Jóhann Jóhannsson, un compositeur islandais qui est décédé en 2018, année de la sortie du film. Alors j'entends certains qui se demandent déjà, trop de références, ne tue-t-elle pas les références ? Évidemment, je pourrais vous dire oui, mais ici, je vais vous dire non. Car Cosmatos, malgré toutes ses influences, crée un univers bien à lui, complètement psyché, entre rêve et réalité, et on pourrait se demander nous-mêmes si on n'a pas pris quelque chose avant de regarder le film. D'ailleurs, jouer le jeu, ça sera d'autant plus amusant. Mettez-vous dans l'ambiance, éteignez les lumières, installez-vous confortablement, laissez à la première partie du film le temps de mettre en place son univers si étrange. Pour ceux qui aiment Nicolas Cage, comme je vous l'ai dit, sa prestation est vraiment surprenante, vous ne serez pas déçus. Andrea Riseborough apporte quant à elle quelque chose de mystique à son personnage grâce à son jeu. La galerie d'acteurs qui composent la secte, vous en reconnaîtrez certains, ils valent vraiment le détour, ils sont vraiment inquiétants. Le film a également pour qualité d'aller jusqu'au bout de ce qu'il propose à la fin du film, et ça c'est réellement appréciable. Idem pour la mise en scène, il y a des images qui nous marquent jusqu'à la fin. Je pense aussi à l'apparition d'un tigre. Enfin, vous verrez, ça vaut le détour. Les images sont très belles. On a des codes couleurs, comme ça, le rouge représente un univers, le vert également. Panos Cosmatos trace de cette façon un chemin qui, moi, personnellement, m'a vraiment donné envie de le suivre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je suis passé par des sentiments divers et variés. C'est très spécial. C'est un voyage, il faut accepter de le faire. Et surtout, évidemment, vous l'aurez compris, ce film est pour un public averti. Voilà, l'émission touche à sa fin, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Laissez-moi vos commentaires sur le film, n'oubliez pas de liker et de partager l'émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien venez vous abonner et pour ne pas manquer les émissions, surtout actionnez la petite cloche. En attendant la prochaine, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.